C'est que nous avons, quand on discute avec des gens sur la réalité des astres, de l'astrologie, on est confronté également à ce problème. Des gens qui nous disent mais c'est pas naturel que les astres agissent sur nous. On veut bien admettre que le Soleil et la Lune agissent sur nous, d'accord, mais les autres planètes, on n'y croit pas. Là aussi, l'astrologie fait des problèmes, on le sait très bien, elle fait des problèmes. Et donc, par conséquent, le fait d'affirmer que nous sommes dépendants des astres, eh bien, paradoxalement, c'est pas totalement naturel. Puisqu'on se dit, mais est-ce que les astres sont capables d'agir sur nous? Est-ce que ce n'est pas une invention des hommes, justement, est-ce que paradoxalement, le fait de dire que Pluton, qui est vraiment le cas extrême, une planète qu'on ne voit qu'avec le télescope et qui est extrêmement lointaine, et qui n'a absolument pas la même présence que le Soleil, est-ce que c'est la même astrologie? Est-ce que c'est le même processus? Parce qu'au contraire, ça n'est pas une façon pour l'humanité de créer une sorte de nature à côté, de nature au-delà, de méta-nature ou de métaphysique, qui finalement n'existerait que parce que l'homme a bien voulu qu'elle existe. C'est tout le problème de l'astrologie. Est-ce que l'astrologie est si naturelle que ça? Ou est-ce que finalement, elle n'est pas quelque part, elle n'existe pas uniquement grâce au génie humain? Il existe uniquement parce que l'humain... Oui, mais l'humain, pas forcément l'humain naturel. L'humain, justement, cherchant à dépasser la nature. Parce que quelque part, les planètes qui sont au-delà du Soleil, et qui n'ont pas du tout la même force énergétique que le Soleil, est-ce que ça n'est pas quelque chose qui est la marque même d'un dépassement de la nature? C'est-à-dire quelque chose qui se construit parallèlement au-delà de la nature. Je pense que dès que l'évolution de l'homme puisse arriver au-delà de la nature, ne peut pas se faire sans la nature. Elle se sert de Pluton. Pluton, elle existe, mais elle existe, on lui confère éventuellement des capacités, un pouvoir qui n'est pas forcément le sien naturellement. Mais ma vision des choses à moi, c'est pas que Pluton a une influence sur nous, c'est que Pluton témoigne de quelque chose qui existe déjà à l'intérieur de nous, comme le Soleil témoigne de quelque chose qui existe et qui a un phénomène de coïncidence entre ma nature humaine et les cycles des saisons et des planètes, etc. Oui. Pour moi, c'est pas... D'accord, mais malgré tout, quand on regarde la question, Parce que on n'arrive pas toujours à comprendre. Enfin, les physiciens, les scientifiques ne sont pas convaincus qu'on est justement dans le domaine de la nature. Ils ont l'impression qu'on est dans le domaine de l'imagination, de l'imaginaire, de ce qu'on voudra. C'est justement ça qui fait problème dans l'acceptation de l'astrologie dans notre société, dans l'université, etc. C'est que justement, si elle était si naturelle que cela, eh bien, ça ne fait pas de problème, justement. Donc, si elle fait problème, c'est que sa position n'est pas aussi claire que ça. C'est-à-dire que justement, son statut n'est pas aussi simple. Et c'est pas si facile que ça, d'ailleurs, de définir son statut. Et en voulant à tout prix expliquer l'astrologie par référence à la nature, est-ce qu'on ne fait pas fausse route, justement? Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt plutôt à dire que l'astrologie se poursuit au-delà, par-dessus la nature? Et en même temps... Oui, mais en lui imposant des lois qui ne sont même pas ce qu'on appelle l'instrumentalisation, c'est-à-dire qu'en lui imposant des lois qui ne sont même pas intrinsèques à la nature. Sont simplement, c'est comme un objet auquel on conférerait des facultés qui ne lui sont pas propres, mais qu'on lui impose, qu'on lui inflige, qu'on lui octroie. Et voilà notre ami. Voilà, nous sommes là, mon cher Alain. Je t'ai fait lire un truc que tu connais déjà. On s'est rencontré, je crois, il y a quelques années.
il y a quelques années. Dominique Lorieux. Voilà. Alors donc on est en pleine discussion depuis une heure. Tu veux prendre quelque chose peut-être? Là justement je pense que tu vas pouvoir prendre le train en marche parce que c'est un sujet qui devrait te parler, en tout cas sur lequel tu as certainement des choses à dire. C'est la question de l'astrologie est-elle de l'ordre de la nature ou est-elle un dépassement de la nature? Et on prenait le cas de l'opposition entre le statut du Soleil et le statut de Pluton, en disant que ce qui était évident au niveau du Soleil était peut-être beaucoup moins au niveau de Pluton, et que par conséquent, il y avait une espèce de saut épistémologique, enfin il y avait un saut entre l'influence du Soleil et l'influence de Pluton, l'un étant de l'ordre de la nature qui s'impose à l'homme, l'autre étant plutôt de l'homme qui s'impose à la nature, enfin qui impose son sens à la nature. Alors donc, et la question est de savoir si l'astrologie nous renvoie à la nature, nous raccroche à la nature, au contraire montre à quel point l'homme est capable de construire parallèlement à la nature un monde qui ressemble à la nature mais qui n'est plus de l'ordre de la nature, qui serait un peu comme par exemple cet endroit qui ressemblerait à une forêt, qui ressemblerait, je ne sais pas, qui serait à l'imitation quelque part de quelque chose de l'ordre de la nature, mais qui en même temps serait justement un moyen de se substituer à la nature. Est-ce que l'astrologie se substitue à un monde antérieur qui fonctionnait autrement, ou est-ce qu'elle est au contraire la révélation des vraies lois de la nature? Tu ne peux pas répondre directement à ce genre de questions sur la base de l'astrologie en soi. Et ce serait une source de malentendu. Bon, d'accord. Si tu ne dis pas ce que tu mets dans le terme astrologie. Ah ben oui. Donc, comme les pratiques astrologiques sont multiples, il y a autant de réponses et il y a même parfois des astrologies pour lesquelles il n'y aura pas de réponse. Parce que la question de la nature ne se posera pas, ou elle sera inconsciente, elle sera considérée comme quelque chose de purement philosophique, spirituel ou vain. Donc, a priori, je ne peux pas te répondre comme ça directement par le biais de est-ce que l'astrologie est, je dirais, c'est d'abord par l'exercice même de l'astrologie qu'on pourra éventuellement répondre à cette question, et ensuite voir d'un peu plus près l'idéologie qui sous-tend cette pratique. Ce n'est qu'à partir de là qu'on se rend compte. Parce que finalement tu induis presque une réponse quand tu dis que est-ce que l'astrologie restitue la nature dans l'homme, ou est-ce que l'astrologie fait que l'homme s'impose à la nature? Si on prend le contexte actuel, ce serait une aberration de prendre ce deuxième terme. Ce serait une astrologie, on va dire, coercitive, dominatrice. Donc, je doute qu'il y ait beaucoup d'astrologues qui me répondent dans ce sens-là. C'est possible, ça donne un problème. Ça, c'est vrai qu'il y a une mythologie dominante, l'astrologie, qui veut que justement l'astrologie, d'ailleurs on disait qu'on parle de stratégie de communication, c'est un petit peu difficile parce qu'effectivement, on sait très bien les objections qu'on fait à l'astrologie quand elle prétend que les astres en dehors du Soleil et de la Lune, le Soleil c'est toujours la vie, on leur approuve justement ce qui est vrai pour le Soleil n'est vrai qu'analogiquement, n'est vrai que de façon transposée pour les planètes. Les planètes sont loin d'avoir les effets que les astrologues leur attribuent. Enfin, ils sont très bien d'avoir des effets naturels que les astrologues leur attribuent, mais en revanche, peut-être que l'homme est capable de leur conférer des effets par son propre génie, peut-être qu'il est capable d'enrichir ou d'instrumentaliser la nature. À ce moment-là, ce n'est plus la nature, c'est une nature qui est
est transfiguré et transmuté. Bon, je suis obligé, d'une manière complètement nombriliste, de ramener le propos à mon objet. J'ai déjà dit que l'astrologie, sous cet angle, c'est quelque chose qui n'a pas de sens. C'est une recherche rationaliste sur quelque chose qui, au départ, n'est pas rationnel. Par conséquent, soit ça aboutit à des impasses, soit ça aboutit à des contradictions épistémologiques, soit ça se noie dans un verbiage qui n'a pas de sens. D'accord. La question des planètes, la question du soleil, la question même du placement dans la maison m'importe assez peu. Je veux dire par là que si on prend ce genre de décryptage de Mansi, on s'isole complètement du sens qu'il peut avoir dans l'histoire humaine et voire même dans la psyché humaine. Donc on reste dans une astrologie spécifiquement judiciaire. Et pour cela, il en est qui ont un exercice qui se vaut. Mais je ne pense pas qu'il faille fouiller beaucoup pour trouver des impasses, des contradictions dans leur théorisation. Il n'y a pas de théorisation. Première chose. Deuxième chose, si on inscrit l'astrologie comme un des outils que l'humanité s'est donné parmi toute la catégorie des Mansi, pour moi, là, il commence à y avoir des réponses. Si on prend l'astrologie comme une Mansi, c'est-à-dire un outil spécifique qui reste à décrire, mettre en contact quelque chose qui va être de l'ordre de la conscience et quelque chose de beaucoup plus vaste, on va appeler comme on veut, imaginaire, inconscient, peu importe. Là, ça peut commencer à devenir intéressant. Mais ça ne résout pas pour autant le problème des planètes, des calculs, de l'exactitude des calculs. Parce que si on fouille un petit peu, on trouve un système très, très analogue, c'est celui de la géomancie. Ah ben justement, notre ami, non c'est pas vous qui êtes dans cette géomancie. J'ai parlé tout à l'heure cet après-midi avec un géomancien. Dans la géomancie, avec les mêmes figures symboliques, le même système de domification, on se passe totalement de calcul. C'est-à-dire que c'est le hasard qui va faire la construction du thème. Donc ça devrait fatalement poser un problème aux astrologues. Absolument. Maintenant, donc si on utilise la géomancie comme outil de transition et qu'on se déplace vers un autre outil qui, d'une certaine manière, va ressembler à la géomancie, à partir de dés qu'on jette, de points qu'on trace plus ou moins dans le sol. Là, ce sont des baguettes, des pièces de monnaie. C'est le yiking. Le yiking n'a plus rien à voir, en apparence, tel qu'on le connaît maintenant, avec l'astrologie telle qu'elle se pratique. C'est un dépassement de l'astrologie. Et pourtant, pour moi, ce sont deux choses totalement semblables. Oui. Maintenant, je l'ai déjà fait, hein, c'est pas quelque chose que je lance comme ça, comme une idée. À l'aide d'un protocole extrêmement simple, on définit un jeu de 4 figures qu'on peut appeler planètes, qui sont typées d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on peut jouer d'une manière composite avec du blanc, du noir, avec du yin, avec du yang, avec des qualificatifs attribués au symbole. On peut en prendre 4, on peut en prendre 7. On définit à l'intérieur d'un espace, ça peut être cette table, on définit un certain nombre de cases. On peut en prendre 7, on peut en prendre 12, on peut en prendre 64, peu importe. C'est pas ça qui importe. Mais on va décider que, à partir d'un jet d'osselet, d'un jet de dés, on va décider que, d'une manière totalement arbitraire mais parfaitement codée, que tel chiffre va attribuer telle pierre blanche à telle case, que tel autre chiffre va attribuer telle autre pierre à telle case. C'est-à-dire qu'en fait, on réalise quelque chose, un schéma qui est celui finalement de la domification et de la domification
deux symboles qu'on peut appeler planète, mais qu'on peut appeler yo-yo, qu'on peut appeler chien, chat, peu importe. Mais bien se souvenir qu'on a attribué à ces objets des qualificatifs. On leur a imposé Ils sont représentatifs de quelque chose. Oui. On décide de se servir de ce jet d'Osler pour donner la situation, on va dire, la situation phénoménale, événementielle d'une personne. Et on va se servir des qualificatifs dans les maisons, dans les cases. Tout ça est complètement arbitraire, complètement inventé, et on établit la même chose avec la même personne à partir d'un thème astral. C'est un astrologue qui fait le thème astral à part. C'est fait d'une manière aveugle, c'est-à-dire l'astrologue ne sait pas ce que l'expérimentateur a fait, et inversement. Et à la fin, on compare. Je l'ai fait plusieurs fois. C'est étrangement identique. Et on peut commencer à se poser des questions à partir de là. Oui. Partant de là, je continue parce que je perds pas de vue la question que tu poses. Si on s'intéresse donc, je vais prendre le Yiking à ce moment-là ou la géomancie comme point central. Quels sont les buts assignés à une consultation du Yiking ou à une consultation d'un maître en géomancie? Alors, là, suivant les groupes ethniques, suivant les moments, on s'aperçoit que, en fait, il y a une hiérarchie. Il y a ce qu'on appelle des petits maîtres et des grands maîtres. Alors les petits maîtres, ce sont ceux qui font de la cuisine, on va dire judiciaire, ce sont ceux qui donnent des recettes comportementales, qui donnent des recettes directes de type, on va dire, domestique. Les grands maîtres, ce sont ceux qui vont répondre très souvent soit par métaphore, soit par parabole, soit par image. C'est-à-dire qu'il sera très rare qu'ils donnent une réponse aussi concrète, aussi directe que celle que l'on peut attendre à la question « vais-je gagner demain ?» J'exagère là, c'est pas faire injure aux astrologues que de dire ça, c'est pas mon intention. Mais une réponse aussi directe que est-ce que ma copine va revenir après qu'elle m'ait plaqué avant-hier. On n'aura pas la réponse directe, on aura une réponse sous forme d'une parabole ou d'une métaphore. C'est-à-dire que la réponse du maître là en géomancie ou en Yiking sera de renvoyer l'individu à son propre système symbolique intérieur. Et si on regarde toute l'histoire d'édification des figures de la géomancie et du Yiking, on se rend compte qu'en fait c'est une porte ouverte sur l'harmonie. Je ne dis pas harmonie moi, mais je préfère parler d'alliance. Je reste quand même dans une vision, on va dire, sémitique. L'alliance de l'homme avec la nature. Supposons que quand il nous arrive quelque chose qui nous plonge dans les tourments, cette alliance est rompue. Et quel sera le but de la consultation du Yiking? Ce sera de rétablir cette alliance. Donc, dans cette optique-là, il n'est pas question de domination de l'homme par la nature ou de la domination de la nature par l'homme, mais il est question de constamment rester en alliance avec la nature. Une alliance avec la nature. Est-ce que vous êtes d'accord sur tout ça moi, je suis Dominique. Parce que lui, justement, il pratique le tarot comme l'astrologie, etc. Oui, on aurait pu prendre le tarot comme tous ces systèmes qui ont été inventés pour appréhender la réalité, c'est toujours été basé sur un dialogue par le questionnement du mystère de la nature et le mystère de la nature humaine tel qu'il le ressentait. Et moi je pense que cette interactivité elle a toujours été fondamentale par rapport à l'exploration de tous ces systèmes en fait. Et dans la mesure où on discutait tout à l'heure du fait de savoir si on pouvait s'extraire de cette matrice qu'est la nature, et je pense qu'on peut quoi qu'on fasse, moi je pense que même si on essaie de s'en éloigner, de s'en éloigner, de s'en soustraire, de s'en extraire, on sera toujours dedans, quoi qu'il arrive. L'exemple d'Alain ne va pas tout à fait dans ce sens en fait.
il montre bien à quel point on peut dénaturer la nature. On peut récupérer des mots, on est dans le mimétisme, on peut récupérer des expressions. Dans la nature. Ah oui. Et on n'échappe pas non plus à sa nature personnelle. Oui. Alors on est toujours dans la nature, dans la mesure où on est dans la nature. Moi, je pense que moi, je travaille beaucoup sur la dialectique entre l'hiver et l'été. Alors l'hiver fait partie de la nature, de cette manière, mais c'est aussi une absence de la nature. Et donc, quelque part, c'est une absence du soleil déjà, une absence de... on est obligé de se construire un monde... c'est le problème de Pluton et de Proserpine, un monde inférieur, un monde en dessous, un monde dans les cavernes, etc. Et donc là, on est bien placé pour en parler aujourd'hui, puisqu'on est quand même un peu dans l'hiver presque. On peut jouer sur les mots. D'ailleurs, en fin de compte, la question est de savoir pourquoi. Et la question qui se pose, pourquoi a-t-on vraiment besoin de se dire en rapport avec la nature? Parce que justement, le grand problème de la nature de l'astrologie, c'est qu'elle a beaucoup de mal à se positionner, cette astrologie. Elle a beaucoup de mal à se définir. Parce qu'à vouloir se référer systématiquement à la nature, elle se met en porte-à-faux aussi. Alors, autant se mettre en porte-à-faux carrément que de se mettre en porte-à-faux avec maladresse et de façon comme cela, en quelque sorte. Comment l'astrologie se réfère-t-elle à la nature? On parle pas de la même chose. Elle se réfère. Moi je dis que lui il dit qu'elle se réfère à la nature, moi je dis qu'elle se réfère pas à la nature. On parle pas de la même chose. Donc effectivement, mais référer, ça veut dire quoi se référer? Ça veut dire y faire référence. Faire référence à quelque chose, ça veut dire qu'on en fait partie. On peut très bien faire référence à quelque chose pour le dépasser. Donc le dépassement de quelque chose peut impliquer qu'on s'y réfère. Il ne faudrait peut-être pas jouer sur le mot référer. Enfin, on est tout le temps dans les jeux de mots en fin de compte, parce que on peut se référer d'autant plus à quelque chose qu'on s'en démarque, paradoxalement. Ah. Je dirai la suite Voilà, sur Internet. Voilà. Allez, bonne soirée. Tu peux te passer? Non, pas du tout. C'est pas cette passion. Sur la base de ce que c'est toujours intéressant de on peut même peut-être faire une nouvelle cassette pour que ce débat soit reprendre le débat à Toulouse. Nous avons de vieux souvenirs de Toulouse, parce qu'il y a 26 ans, nous avons organisé un colloque phare de Rick en 1982. Et on se connaît depuis une trentaine d'années. En 79, comme je disais déjà, j'avais commencé à rencontrer d'ailleurs exactement. Enfin, on a quand même pas mal de choses dans le cadre de la faculté. Au cadre du CERIC. Ah oui aussi, ah oui, alors c'est vrai, alors, tu apparaissais dans les congrès du CERIC, il y a eu des congrès du CERIC, effectivement, du centre de l'identité juive, mais c'est pas comme ça que ça a commencé, je pense. Disons qu'à un moment donné, depuis une trentaine d'années, moi-même j'ai débordé de l'astrologie, parce que je suis venu également enseigner à la linguistique, à la faculté de l'astrologie de Paris. Et finalement, moi j'ai toujours pensé qu'avec un regard sur l'astrologie, il fallait faire connaître. Et puis donc tu as créé aussi le site Hommes et Faits, dans lequel j'ai participé et qui a accordé comme une certaine importance à l'astrologie. Et puis finalement, quelle est la place de l'astrologie dans le champ du travail, la pratique aujourd'hui, est-ce que c'est important pour l'astrologie ou est-ce que c'est quelque chose qui est-ce que c'est devenu de plus en plus important ou de moins en moins important dans la démarche cognitive et thérapeutique? Et c'est important que chacun a pris une place qui a évolué au cours du temps, selon donc
sa définition de départ. La première chose, dans notre société, l'astrologie, si c'est quelque chose qui est masqué, qui est de nouveau tabou, demeure vivante. Je veux dire par là qu'il y a des personnes qui sont à la recherche d'une consultation. Et c'est quelque chose qui, de toute manière, à mon avis, ne cessera jamais. Et ça me fait arriver à la deuxième position. Alors, cette première place, elle est extrêmement importante et on ne peut pas, comme le font beaucoup de mes collègues, les contemporains, sociologues ou anthropologues, on ne peut pas la nier. En la traitant de vive croyance, de mondialisation, etc. On ne peut pas en négliger l'importance. Et ce n'est pas soit en la banalisant, soit en la rabaissant, soit en la minissant qu'on règle le problème. Elle est là, c'est un phénomène à prendre en considération. J'ai souvent à dire à beaucoup de mes collègues, comment se fait-il que vous êtes capable de faire des missions de 6 mois par an durant 3, 4, voire 10 ans pour étudier un système qui serait celui de la géomancie ou celui des mancies pratiquées par je ne sais quelle tribu au fin fond du Brésil? Comment pouvez-vous accepter de faire ce genre de travail pendant si longtemps et dire ce que vous dites de l'astrologie? Il y a chez vous une contradiction. Réglez vos propres contradictions. Allez autant que vous voulez au Brésil ou en Afrique chercher des vieux systèmes de mancie qui ont existé, qui sont parfaitement ritualisés, dont vous allez vous traduire les contenus à l'aide d'un vocabulaire qui fera 60 minutes, dont vous serez très fier, qui sera l'œuvre du rugby, etc. Mais foutez-nous la gueule aussi quand même dans les sociétés occidentales avec nos propres mancies. Nous en avons plusieurs. De ce point de vue-là, si on parle des mancies, des pronostics hippiques, ce sont des mancies. La météo, c'est une mancie, parce que chaque météorologue, quelque scientifique qu'il soit, sait que dans ces prévisions, ce ne sont pas des prédictions, et qu'il y a une très grosse part d'erreur, et donc c'est quelque chose qui s'inscrit dans un créneau. Et on ne peut pas faire autrement que d'appeler ça une mancie aussi. D'un point de vue purement mathématique, ça n'est pas négligeable, parce que en dehors de l'aspect purement mathématique modélisé, il y a dans la quête du temps qu'il fera demain quelque chose qui est de la même catégorie que la quête qu'on a dans l'astrologie. Première position. Deuxième position, justement ce parallélisme avec les rituels antiques. Que nous le voulions ou non, nous avons besoin de nous inscrire dans des rituels. Nos sociétés ont perdu au des temps, elles ont mis 2 millénaires à les perdre totalement, elles ont perdu des symboles antiques qui avaient fondé notre civilisation, qui a abouti en quelque sorte avec l'humanisme qui s'est plus ou moins effiloché dans quelque chose qui est aussi bien le libéralisme que le communisme, etc. Mais de toute manière, les grands symboles constructeurs de nos sociétés ont disparu. Oui. De ce point de vue-là, l'astrologie est quand même à considérer comme un système qui nous rattache, qu'on le veuille ou non, qui nous rattache à un certain passé. Et il est d'autant plus, on va dire, efficace, il est d'autant plus important qu'il nous rattache plus à une lignée humaine que ne le font les symboles chrétiens, par exemple. Le symbole chrétien de l'Assomption de la Vierge Marie n'a plus aucun sens. Que l'on soit chrétien, juif, musulman. Ce sont des symboles qui ont perdu de leur puissance et de leur valeur. Par contre, on va trouver dans l'astrologie, justement, un peu comme on disait tout à l'heure, une lointaine réminiscence d'un rattachement à des éléments originels, mais c'est là qu'il y a un piège. Alors, on parlait effectivement des éléments de nature, à savoir le soleil, la lune, donc la route cosmique, et notre situation sur la Terre, c'est-à-dire la position de l'individu situé sur la Terre et au creux de la route cosmique. Qu'on veuille ou non, c'est un symbole fondamental que toutes les sociétés humaines ont conçu sous différentes formes.
veuille ou non, c'est un symbole puissant. Maintenant, ce qu'on en fait, c'est tout à fait autre chose. Et de ce point de vue-là, il y a un peu en lien. Troisième position. L'astrologie comme système quantique. Eh bien, il y a, on en a parlé tout à l'heure, donc il y a plusieurs systèmes quantiques. Il peut y avoir le tarot, il peut y avoir les osselets, il peut y avoir la géomancie, il peut y avoir le yiki. De ce point de vue-là, pour moi, ces systèmes quantiques se constituent comme des outils ritualisés, codés, de retour à une certaine forme d'alliance entre ce qui fait notre sphère consciente et ce qui fait notre sphère imaginaire. La conscience dirait les psychanalystes, ou certains psychanalystes. Le système quantique est comme un rêve. Il raconte une histoire, il raconte l'histoire d'un individu à un moment donné dans une situation donnée. Et le décryptage de la situation à l'aide d'un certain nombre de codes qui sont des codes astrologiques, qui sont des codes géomantiques, qui sont des codes yiking, va permettre tout simplement de dresser une sorte de constellation, une sorte de configuration onirique, imaginaire, qui lui traduit la scène du moment. Je ne sais pas si j'étais assez clair, mais la consultation astrologique, c'est en fait un rêve, un très grand rêve, parfaitement organisé, parfaitement codé, ou qui peut être moins codé. Mais il faut en tout cas qu'il soit ritualisé. Oui, je crois que le mot rituel est très important. À tel point que la réalité intrinsèque de l'astrologie est peut-être moins importante que le rituel. Et la place du savoir au sein du rituel, c'est le fameux supposé savoir. Supposé savoir des choses, quelquefois le transfert aussi. Donc, une fois le rituel établi, une fois le transfert bien mis en scène, la parole de l'astrologue peut féconder son interlocuteur. Il faut que l'astrologue puisse se mettre en position de médiateur. S'il est trop corseté dans un système codé, il ne traduira que quelque chose qui est relativement pauvre et peu enrichissant. S'il accepte cette codification simplement comme un préalable, créer un espace à l'intérieur duquel on va trouver une certaine liberté, ça peut être quelque chose d'extrêmement riche et profond. Mais qui comporte des dangers, ça c'est évident, il comporte des dangers de manipulation, il comporte de graves dangers d'interprétation, d'erreurs d'interprétation, c'est-à-dire que dans cet espace-là, et ça j'en fais l'expérience assez régulièrement, dans cet espace-là, il n'est pas question d'apporter une réponse judiciaire du type demain vous retrouverez votre petit ami. C'est une grave erreur. Parce que nous ne sommes pas dans un espace judiciaire, nous ne sommes pas dans un espace judicieux. Nous sommes dans un rêve, donc cela fonctionne comme dans un rêve, avec un scénario qui est celui d'un rêve, qui peut être totalement chaotique, qui ne parle pas à la raison. Donc finalement, est-ce que l'astrologie a besoin d'exister réellement par rapport à le débat sur le dépassement parce que les arguments que tu as développés tout à l'heure dans le débat que tu as eu avec Dominique Lorieux, avec les expériences que tu as mises en place, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on peut construire des choses qui font référence au rêve, mais qui n'en conservent qui n'en sont que l'ombre en fait. On parlait du rêve. Le rêve, quelque part, c'est une espèce de simulacre de réalité.
partie parce que je crois que l'astrologue, il y a des astrologues qui veulent... Attention. Le rêve, dans mon esprit, n'est pas un simulacre de la réalité. Ah, d'accord. Attention. L'espace imaginaire, quel que soit l'outil qui nous permet d'y rentrer, n'est pas du tout l'ombre ou le miroir une fois transformé de la réalité. Il est la réalité. Oui, attention. Et c'est notre conscience qui n'est pas dans la réalité. Si nous avons besoin, soit nous sommes pris d'un besoin obsessionnel de consulter, et je ne parle pas de ça, soit nous consultons dans un moment de désarroi, dans un moment de crise, c'est-à-dire un moment où précisément nous avons perdu contact avec quelque chose qui en nous fait cette petite lumière, qui est cette petite intuition, cet instinct qui est justement judicieux et qui nous permet de traverser le réel et de le rendre inventif. La consulte, justement, on a perdu ce contact. C'est l'objet de la consultation. On a besoin de reprendre contact avec cet espace intérieur qui est comme une guidance, parce qu'on perçoit instantanément qu'on a perdu. Mais on ne sait pas comment on a perdu. On ne sait pas comment rétablir le contact. La consultation, qu'elle soit astrologique, géomantique, de tarot ou autre, est destinée à rétablir ce contact. Ça c'est important. Je pense que tu as l'erreur. Est-ce qu'on peut dire que cette notion de rétablissement me paraît fondamentale, effectivement, elle est très souvent oubliée ou refoulée par les astrologues. Ça renvoie à l'idée d'un mot qui est un peu possessif, d'une normalité, de retrouver une normalité des choses, qu'on aurait perdu. Un ordre normal, un cours normal des choses, ce serait... Je n'utilise pas le mot normal, qui est très ambigu, je sais. Il faut que nous fassions très attention, surtout en parlant d'astrologie. Alors dans le domaine des sciences humaines et dans l'époque actuelle, il faut faire très attention au mot. Je veux bien parler d'un ordre, oui. Et je ne dis pas un ordre normal, c'est un ordre juste. Oui. Qui est en fait un espace, j'ai parlé d'un espace, dans lequel, effectivement, les capacités psychiques sont capables de prospérer, d'inventer, de faire face à des situations nouvelles, ce qui est contraire donc à un espace à l'intérieur duquel on clairement perdrait toute capacité d'invention. On devrait être de plus en plus rigide, de plus en plus coercitif, et à se carapassonner dans des règles. Carapassonner, carapace, c'est bien clair. À se mettre dans une cuirasse. Là, on perd contact et on se rigidifie. Et à ce moment-là, on peut pratiquer une astrologie judiciaire. Qu'est-ce que je dois faire demain? On est dans un espace rigide qui n'a pas d'invention. De l'autre côté, du côté de l'imaginaire, on se donne la possibilité d'être dans un espace qui invente de nouvelles formes de réel, qui est capable de créer de nouveaux espaces. Et on ne peut pas trouver cet espace si on consulte d'une manière qui est tellement codée que l'on devient rigide. Il faut qu'il y ait d'une certaine manière une cohérence. Est-ce que la question que je pose très souvent actuellement dans mes rencontres, dans nos interviews, c'est, parce que finalement toi tu nous as parlé de l'idée de la finalité, de l'objectif, de la sur quoi doit déboucher, je ne sais pas, la consultation. Tu nous as parlé aussi de cette espèce de restitution, de retour, de rétablissement. Je trouve que c'est assez simple de parler comme cela, mais il y a une astrologie qui tend quand on demande aux astrologues quel est le cours normal, quel est l'ordre normal des choses, généralement ils savent rien. Un médecin, par exemple, d'ailleurs toi justement, ce qui est intéressant que toi en tant que thérapeute et astrologue, l'autre jour je parlais à Marseille avec une astrologue, son
disait qu'elle faisait l'astrologie médicale. Alors je me suis dit, quand elle fait l'astrologie médicale, elle a une conscience claire qu'elle doit rétablir l'ordre normal du fonctionnement corporel, et quand elle fait de l'astrologie psychologique, on a l'impression qu'elle n'a aucun modèle de référence. Elle n'a pas un modèle de la normalité ou de l'ordre des choses. Elle est au contraire un modèle qui est presque aperçu comme étant, comme allant entériner ce qu'est devenue la personne et qui présente en fin de compte, qui se modèle sur l'idiosyncrasie de cette personne dans tout ce qu'il peut y avoir de tout à fait décalé ou déphasé. C'est-à-dire que l'astrologue, là, il est au... Est-ce qu'on peut considérer, quelle est la fonction du thème astral? Est-ce que le thème astral peut avoir une fonction perverse dans la consultation astrologique? Bien sûr. Bien sûr, comme tout autre outil, ça peut être tout simplement dans toute relation duelle qui est destinée à justement soit un rétablissement, soit une guérison, soit à chercher un mieux-être. Il peut y avoir une perversion, et je dirais même que c'est dans ces lieux-là qu'on trouve beaucoup de manipulateurs, bien sûr. Mais est-ce que l'astrologie propose un modèle? Est-ce qu'elle a vocation? Est-ce qu'elle a été trahie à ce niveau-là? Est-ce qu'elle propose un modèle qui permettrait à l'humanité de se remettre dans ses gonds, en quelque sorte, donc elle en sort? Oui, j'ai bien compris depuis tout à l'heure que tu me poses la question sur l'astrologie, que tu me demandes mon avis et sur son évolution. C'est pas pour rien que j'ai quitté les cercles astrologiques depuis 15 ans. Parce que la discussion sur l'exactitude de la domification ou sur la position du point vernal, etc., me gonfle parce que elle ne peut que déboucher sur des impasses. Et de ce point de vue-là, c'est laisser la critique facile aux astronomes et aux rationalistes. Si on se fourvoie et que l'on peut se laisser, ce que j'ai pu constater au cours depuis que je suis en France, j'ai fréquenté les cercles astrologiques, ce que j'ai pu constater, c'est cette volonté féroce des astrologues, de certains astrologues, de trouver une caution dans le rationnel. Et comment? Par des statistiques et des chiffres. Et ça, c'est une erreur extrêmement grave. Non, mais l'astrologie peut avoir son propre modèle, pas forcément. Alors, il ne s'agit pas de parler de modèle qu'elle emprunterait, je veux savoir si elle est porteuse d'un modèle. Je continue. Mais oui, mais c'est important. Si j'en juge, il ne faut pas apprécier uniquement à partir de l'exercice en France. Il m'est arrivé quand même de fréquenter plusieurs astrologues dans plusieurs pays. Ce que l'on peut constater, c'est que dans l'état actuel des choses, l'astrologie qui s'inscrit comme une sorte d'outil compensatoire dans nos cultures est à peu près aussi en péril que l'est notre société actuelle. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'avenir pour l'astrologie. Pour moi, c'est clair. Par contre, il peut y avoir un avenir. Je pense que de toute manière, l'humanité en a toujours créé. Et c'est pas maintenant que ça s'arrêtera. L'humanité est capable de produire de nouveaux symbole. Et le moment de crise que nous traversons, et qui n'est pas uniquement une crise financière, c'est d'abord une crise intellectuelle qui date de l'après-guerre. C'est-à-dire que depuis les années 30, nous ne sommes plus en capacité ni d'inventer, au niveau scientifique et mathématique du terme, c'est bien clair, nous ne faisons que perfectionner et utiliser des inventions qui ont été faites jusque dans les années 30. Au plan philosophique, c'est à peu près identique. Les grands hommes, les grands philosophes, à part Gandhi, ont disparu à partir effectivement de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, n'ayant plus de tête, n'ayant plus d'idéologie, n'ayant plus de philosophie, je vois mal comment on pourrait s'en sortir. Mais ça ne veut pas dire pour autant que nous sommes en déclin ni quoi que ce soit. Pendant que cette culture-là est en déclin, et l'astrologie en fait partie, ça pour moi c'est
c'est très net. D'autres systèmes sont en train de se réinventer. Quels sont-ils? J'ai eu quelques intuitions, mais pour l'instant c'est peut-être un peu hâtif et je peux me planter. D'accord. Non, moi, je voudrais savoir si l'astrologie est porteuse d'une vision du monde, d'un ordre du monde, et auquel éventuellement elle peut aider et qui permettrait à notre société justement de s'ancrer. Est-ce qu'elle permet un ancien ordre du monde, en quelque sorte, qui aurait été refoulé, mais qui resterait là, qui serait perpétué? Non. L'astrologie, tout comme l'ensemble des symboles de nos cultures, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est entièrement coupé de sa propre lignée, de sa propre origine. Donc, qu'est-ce qui reste de l'antiquité, de l'origine, de l'archaïsme des symboles? Il y a la voûte céleste, effectivement, il y a les planètes, c'est-à-dire une déclaration qui renvoie une similitude, un mimétisme de la nature, mais c'est tout. Mais les planètes, c'est l'astronomie à ce moment-là. c'est la nature aussi. Oui, d'accord, mais je veux dire que l'astrologie C'est la voûte, n'est c'est pas la- réductible à l'astronomie. Donc, Non, attention. Là. Situons les choses dans leur genèse. L'astronomie est venue après l'astrologie. Il y a on va dire, dans les fondations de l'astrologie, quelque chose qui renvoie à une certaine forme de pratique ritualisée. De nouveau, je reparle de rituel, qui renvoie à l'intégration de l'homme dans la nature et dans l'espace. Et ça n'est pas pour rien qu'il y a, justement, dans la plupart des mancies, on retrouve la voûte céleste, ou l'alliance avec quelque chose qui est céleste. Oui, mais tout à l'heure, justement, on montrait que c'était un peu fictif, ça. C'est-à-dire que la référence n'était qu'une référence. Qu'en réalité, on s'y référait d'autant plus qu'on s'en éloignait, en fait. Tu connais la fameuse théorie sur les cathédrales qui sont... on peut toujours dire qu'une cathédrale fait référence à une forêt ou à une céleste, etc. Mais justement, elle se substitue. Elle est autre chose que ce à quoi elle se réfère. On ne peut pas réduire notre cathédrale à la nature, par exemple. Où est-ce qu'on peut le faire? Sous prétexte qu'elle en serait un dérivé... moi je ne sais pas, moi je travaille beaucoup sur le mimétisme de l'étranger, notamment la psychanalyse de l'étranger. Le mimétisme, ce n'est pas la même chose que le modèle. On est bien d'accord, mais il ne faut pas confondre le signe et le symbole. La cathédrale, au moment de son édification, dans le contexte historique qui était de cette époque, c'était un formidable polarisateur d'énergie, gigantesque. Nous n'avons plus ça. Et maintenant, une cathédrale, qu'est-ce que c'est? C'est un amas de pierre, ça n'a plus aucun sens. C'est un objet de musée, c'est une vaste salle dans laquelle on pourrait faire plein de choses. Des concerts, des conférences, mais tel qu'on l'utilise maintenant, en sacralisant une vieille histoire, on en fait un objet totalement inutile. Oui, non, mais peut-être que effectivement... Alors, bien, puisque tu prends le modèle de la cathédrale, enfin, disons la métaphore de la cathédrale, eh bien, nous avons plein d'édifices philosophiques. L'humanisme, c'est une cathédrale philosophique qui n'a plus aucun sens. L'astrologie, c'est du même genre, et comme édifice, il est encore plus vieux. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a une lecture à faire qui peut demeurer. C'est-à-dire que, quelle que soit la vanité maintenant de cet édifice, on peut encore y trouver des éléments, mais qu'on ne peut plus récupérer à l'image de ce qu'il était avant. Il a besoin de se restituer et de redevenir un symbole, c'est-à-dire de devenir vivant, c'est-à-dire polysémique. Et non pas uniquement, justement, comme dans la linguistique, renvoyant à un seul référent. Ça n'est pas possible. Pour l'instant, qu'on le veuille ou non, oui, partout on essaye d'inventer des nouveaux symboles. Mais on se casse la gueule parce que de toute manière, ça ne se passe pas comme ça. Oui, mais en même temps, mon cher Alain Kieser,
il y a notre nature, enfin, alors là, la nature de l'homme, quand je dis la nature de l'homme, je ne vois pas l'âme de la nature. La nature de l'homme peut avoir conservé le nombre de vibrations et de repérages, même si on est dans une société, une civilisation qui n'y renvoie pas. Nous perpétuons quelque chose dans notre subconscient, notre inconscient collectif, comme on voudrait l'appeler, qui reste très vivant. Donc c'est difficile de dire que quelque chose a perdu du sens. Par exemple, dire que par exemple les gens ne s'intéressent plus à l'astrologie aujourd'hui, ça ne veut pas dire que l'astrologie n'est pas importante au niveau de notre mode de fonctionnement. Et puis je voudrais te parler de cette... Oui, mais je voudrais te reprendre la en disant cela, tu reviens à quelque chose qui est d'ailleurs dans la tradition sémitique. C'est justement l'homme comme temple de l'univers. On revient aux origines de l'astrologie, c'est-à-dire à la pratique chaldéenne de l'astrologie. Mais et là, c'est évident, oui. Mais si on assimile la conscience que nous avons des choses et de notre corps à ce corps, mais c'est complètement vain. C'est notre conscience, quand je dis nous avons perdu, c'est notre conscience qui a perdu, c'est-à-dire notre capacité intellective, notre capacité d'intelligence, notre capacité pratique, nous avons perdu, notre conscience a perdu ce contact au symbole. Mais de l'intérieur de cette chose qui est en nous, qui est notre âme, qui est notre psyché, qui est incarnée dans un corps, mais bien sûr. Et c'est là que intervient l'espace onirique, l'espace de l'imaginaire, et l'espace du cercle, avec des maisons qui sont censées représenter quelque chose qui est sur Terre et d'autres choses qui représentent la voûte céleste. Alors tu y mets ce que tu veux, tu peux y mettre des planètes, des constellations, tu y mets ce que tu veux. Mais il y a cette double voûte et au centre il y a l'être humain. Mais ça n'est pas l'être humain tel que nous le pensons. Quand nous disons moi l'homme a inventé ceci, nous ne faisons que dire une chose, notre conscience, avec sa pauvreté actuelle, a inventé ceci, a fait ci, a fait cela. Mais ça n'est pas la totalité de l'être humain. La totalité de l'être humain, on va la trouver dans l'espace imaginaire, et d'une manière parfois extrêmement difficile pour notre conscience à comprendre. Et le thème astral, de ce point de vue-là, on peut le pratiquer le tarot, on peut pas. Et c'est comme ça que tout doucement, c'est dans cette capacité que nous avons resté ouverts à cette alliance, à ce qui se passe dans cette alliance, dans ce flux continu d'énergie entre la conscience et les autres espaces, qu'on va trouver les nouveaux symboles. De ce point de vue-là, si on pratique l'astrologie de cette manière, pour moi, c'est un outil tout à fait valable. Bon, parlons justement du thème astral. Le thème astral, à quel moment est-ce que le thème astral, pour dire des choses très clairement, enfin très brutalement, est-ce que le thème astral nous parle de ce que nous... Est-ce que le thème astral est un outil thérapeutique ou est-ce que c'est un outil qui nous dit vers quoi nous devons tendre? Est-ce que le thème astral nous parle est un moyen d'appréhender notre déviance ou au contraire déterminer vers quoi nous devons tendre? Est-ce que c'est un modèle est-ce que c'est quelque chose qu'il faut dépasser le thème astral ou est-ce qu'au contraire c'est quelque chose qu'il faut investir? Moi par exemple j'aurais tendance, pour clarifier le débat, à considérer que le thème astral, dans le meilleur des cas, représente tout ce qui peut nous faire dévier, tout ce qui peut nous dévoyer. Mais d'autres astrologues, au contraire, pensent que le thème astral, c'est ce qui permet à l'individu de se recentrer et de trouver, en quelque sorte, sa propre norme, si on peut dire, ce qui paraît une sorte de contradiction dans les termes, comme si un individu pourrait avoir une norme qui ne vaudrait que pour lui. Oui, mais moi, c'est un peu comme les calculs. Le thème astral n'a pas d'importance. Tout dépend de la manière dont on va organiser le rituel, ce rituel qui va permettre l'ouverture de ce seuil entre la conscience et l'imaginaire. Donc tu peux te passer du thème astral, j'ai déjà dit. Tu peux te mettre à faire de l'écriture automatique. Les dadaïstes, c'est ce qu'ils ont fait.
Non, mais à quel moment, non, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est le statut du thème astral. Moi, par exemple, si je devais parler à un thérapeute du thème astral, je lui dirais, le thème astral, c'est quand l'astre... Moi, j'aime beaucoup l'expression du plombier, parce que c'était très à la mode à propos de Obama. Il y a le plombier Et les plombiers polonais aussi. Oui, oui, c'est vrai. Le plombier qui installe la plomberie d'un immeuble n'est pas le même que le plombier qui vient réparer une fuite. Et moi, à mon avis, il y a aussi ces deux types d'astrologues. Il y a l'astrologue qui met en place une structure, et puis il y a l'astrologue qui vient au secours d'un mal, d'une souffrance. Et à mon avis, il faut assumer cette dualité qu'on a dans tous les domaines. Il y a l'architecte qui construit des maisons, il y a l'ingénieur qui construit des voitures, et puis il y a le garagiste qui vient réparer la voiture qui a une panne. Est-ce que la comparaison entre celui qui construit une voiture et celui qui vient la réparer, est-ce qu'à ton avis, elle est transposable en astrologie? Entre une astrologie qui parlerait du fonctionnement normal des choses et une astrologie qui viendrait voir qu'est-ce qui se passe quand il y a un dysfonctionnement. Ou est-ce que la notion de dysfonctionnement, pour toi, ne fait pas sens en astrologie? Aucun sens. Donc l'astrologie, elle a vocation à aller directement en prise avec les particularités de chaque individu. Et ces particularités, c'est comme si je disais, par exemple, bon ben, lui, sa voiture, elle est cabossée, mais c'est pas grave, c'est une voiture cabossée. J'ai pas besoin de la rendre, j'ai pas besoin de la réparer, cette voiture, à la limite. Parce que tout à l'heure, tu parlais de... Ça va dépendre de attention, et il faut situer le positionnement. Dans le positionnement actuel de l'astrologie, non, tout ce qu'on dit est totalement vain. J'ai à dire que même les efforts d'un certain nombre d'astrologues anglais ou américains ou français ou suisses, on a voulu faire une sorte d'astrologie dynamique ou de psycho-astrologie, d'astrologie analytique. De ce point de vue-là, du point de vue structurel, c'est vain. On peut fort bien effectivement réussir quelques petites choses à partir d'éléments d'ajustement comportementaliste, etc. Mais si la pratique d'une Nancy n'est pas une ouverture vers l'imaginaire, on peut aller voir son plombier plutôt que son astrologue, ça coûtera peut-être moins cher. Quoique. Non, de ce point de vue-là, c'est du folklore. Donc pour toi, l'astrologie a plus vocation à exciter notre processus de différenciation, à l'inciter à se démultiplier, qu'à rétablir la personne vers une sorte de cours normal, d'ordre normal des choses. Donc l'astrologie ne serait pas porteuse en fait. Alors ça c'est intéressant parce que on pourrait dire, pour ceux qui me connaissent, que j'ai changé d'avis entre, disons, les années 70 et maintenant. En fait, non, je n'ai pas changé d'avis. Si nous sommes dans une société stable, et ça je l'ai toujours dit, je l'ai même dit très tôt, si nous sommes dans une société stable, on peut faire confiance à la pratique des astrologues pour se situer dans justement l'infinité des repères de cette société, qui ont tendance à ne pas trop évoluer, ne pas trop bouger. Et dans ce cas-là, le travail astrologique peut être aussi bien structurel que réparateur. Parce qu'on est dans des repères stables. Mais sur notre planète actuellement, où trouvons-nous une société stable? Même au fin fond d'Amazonie, j'ai donné ça comme exemple tout à l'heure, il n'y a plus de stabilité. Donc comment un médiateur comme l'astrologue va-t-il pouvoir restituer ça? Ça n'est plus possible. Bon. Ça n'est plus possible. Donc le point de vue réparateur est exclu. D'accord. Toi, tu avais employé une expression tout à l'heure qui était, c'était pas le mot réparer, tu avais... Rétablissement. Rétablir, oui. Il me semblait que c'était un petit peu par synonyme de réparateur. Non, j'ai bien dit que
si on parle d'astrologie, pour moi, on parle aussi de toutes les autres mancies. Et on peut en inventer. On peut en inventer une là tout de suite. Et ces mancies ne sont qu'une certaine manière de se brancher sur l'imaginaire et d'établir un contact. C'est tout. La particularité de l'astrologie, comme de celui de beaucoup de mancies, c'est qu'il existe un médiateur. Mais on pourrait tout aussi bien prendre du H et puis s'imposer, par exemple, d'orienter complètement nos délires que dans un sens. On serait dans un espace imaginaire qui aurait, probablement, c'est ce qu'ont fait les romantiques, hein, qui aurait une certaine richesse. L'astrologie ou le tarot ont organisé cela, ils l'ont codé, et à partir du moment où justement le thème astral va servir de porte d'entrée vers cet espace, pourquoi pas, mais je dis là il faut faire très attention. Justement, tout à l'heure, je mentionnais le fait que j'étais intervenu dans tes structures au niveau de la linguistique. Je pense qu'effectivement, ce n'est pas par hasard. Parce que justement, moi, en ce qui me concerne, j'ai une théorie du langage qui est assez proche de ce que je pense de l'astrologie. L'astrologie, est-ce que le langage, alors je vais prendre le problème par un autre bout, est-ce que autour de toi, le langage est porteur d'un savoir, d'une sagesse, ou est-ce que c'est simplement un outil pour traduire au niveau du signifié, pour traduire finalement ce qui se passe, ce qu'on regarde. Est-ce qu'il y a un contenu intrinsèque, est-ce qu'il y a une sémantique intrinsèque du langage, est-ce qu'il y a une sémantique intrinsèque de l'astrologie, ou est-ce que ce ne sont plus que des modes d'expression et de traduction qui sont finalement neutres? Est-ce qu'il y a une neutralisation du langage en fin de compte? C'est-à-dire que le langage se serait vidé de tout son contenu sémantique pour n'être plus qu'un outil de communication? Oui, plus il s'élabore, plus il se codifie, plus il perd son sens d'origine qui est beaucoup plus proche de la musique que de la signifiance. Non, parce que par exemple, quand je parle de rapport de sagesse du langage, j'entends par exemple des passerelles, enfin, par exemple en français, il y a des racines, il y a des jeux sémantiques, il y a des jeux étymologiques, il y a des dérivations qui sont quand même, qui relient entre eux des mots dont il n'est pas forcément évident qu'ils sont reliés dans une autre langue, par exemple. Oui, mais on va trouver beaucoup plus de richesse dans les argots, c'est pour ça que les systèmes argotiques se multiplient. Non seulement ils se multiplient, mais ils se diversifient et ils ont tendance à se cloisonner les uns par rapport aux autres. Ça doit vouloir dire quelque chose. Les argots qui étaient jusqu'à un certain temps réservés à certaines catégories de personnes, les corporations ou des lieux spécifiques, ont tendance à se généraliser. Ça doit vouloir dire quelque chose. Oui. J'ai vaguement l'impression qu'effectivement, comme le thème astral, mais comme les autres systèmes symboliques, le langage a perdu de sa valeur symbolique. Donc polysémique. Oui, je crois que moi, ce qui me différencie, c'est que moi j'ai l'impression au contraire que quand tu dis a perdu, on a l'impression que quand tu dis a perdu, on a l'impression que c'est quelque chose qui est définitivement perdu. Or, prenons par exemple de Lévi-Strauss, par exemple, on parle actuellement, parce que c'est son 60e anniversaire, il gardait l'idée que l'on pouvait retrouver ce qui avait été perdu, reconstituer ce qui manquait. Oui, sauf que les quelques rares interviews que l'on a de lui, y compris les derniers, il montre un visage désespéré. Oui. Il y a quand même des méthodes qui permettent de retrouver, de restituer. C'est sûrement pas un grand ethnologue, mais c'est sûrement quelqu'un qui a de l'inspiration philosophique. Oui, je l'oubliais tout à l'heure. J'ai parlé de Gandhi, mais j'ai pas parlé de Lévi-Strauss. Il y a quelque chose de la fibre philosophique chez Lévi-Strauss. Pour moi, c'est pas un anthropologue. Non, mais je veux dire que. Attends, donc je continue. De toute manière, l'humanité n'est pas morte, mais il faut bien se dire qu'à un certain moment, et c'est peut-être énorme ce que je suis en train de dire, c'est que notre système, qui a ses racines, qui a environ 6000 années de vie, est à sa fin. Oui, nous sommes dans une ère apocalyptique.
Ouais. de révélation des vérités. De révélation des vérités, ce qui veut dire de mutation, de changement gigantesque. Oui, tout à fait. Donc, est-ce que ça veut dire que les langues vont changer, certains nous parlent déjà de mettre l'espéranto comme langue universelle, etc. Il faut arrêter de délirer. C'est pas comme ça que ça se fera. Quand on est passé du grec au latin, ça n'est pas un décret, c'est quelque chose qui s'est organisé au fur et à mesure que les mutations humaines se faisaient jour, que les migrations permettaient les passages. Et au niveau des vers, c'est la même chose. Oui, alors là, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que aujourd'hui, tu penses par exemple que les langues, elles sont nées n'importe comment, les langues. Non. Elles sont vraiment d'un ordre, d'une volonté de créer un ordre. On regarde cette fameuse débat par référence à l'ordre cosmique. L'homme crée un ordre au niveau de sa langue, au niveau de sa société. L'écriture peut-être n'est pas la langue. La langue n'a pas. Je sais s'il y a des règles dans la langue. Oui, bien sûr, mais ça c'est. Et ces règles, elles sont la raison même des langues. En fait. C'est ce que j'étais en train de te dire. Plus la langue se codifie, plus elle s'éloigne de la musique, et plus on perd de sa valeur de lien humain, qu'elle ne devient plus qu'un outil de communication, un outil. Ce que tu dis là est valable pour l'écriture. Oui, 2 formes d'écriture ont été inventées. L'une que l'on attribue comme la plus ancienne vers moins 3500, c'était une écriture pour compter. L'autre, en Afrique, c'était une écriture pour représenter des symboles. Donc il y avait véritablement quelque chose qui était délibéré là. Mais la langue n'est pas délibérée. Un enfant ne dit pas son premier mot de manière délibérée. C'est une musique, c'est quelque chose qui est enraciné au plus profond et qui se vocalise selon les lieux, selon les temps, d'une certaine manière, qui ensuite va s'astreindre à des codes. Ça ne veut pas dire que l'enfant sait parler instinctivement une langue, mais premièrement, il a les facultés pour parler cette langue, pour parler une langue. Il est capable de reproduire des mots, des sons, ce qui n'est pas donné, il faut déjà un bagage héréditaire. Deuxièmement, son cerveau est en attente d'une certaine cohérence. Nous avons un besoin intrinsèque de cohérence parce que justement notre humanité, depuis des millénaires, a posé cette cohérence qui n'est pas la cohérence de la nature, mais qui est référence, qui veut être aussi cohérente que la nature qu'elle perçoit. Tu ne penses pas que notre humain a besoin profondément de cohérence? Un enfant qui apprend le monde, qui découvre le monde, n'est pas en quête de cohérence? Que si on le frustre de cette cohérence, à ce moment-là, je ne sais pas ce que tu nommes cohérence. Le cerveau aimerait bien, par exemple, par exemple, ce que j'appelle cohérence, ça veut dire pouvoir explorer un monde sans qu'il y ait toujours quelqu'un qui vous dise ce qu'il faut comprendre du monde. Pouvoir comprendre par soi-même, que les signifiants eux-mêmes se renvoient les uns aux autres, et non pas par le truchement de signifiés qui sont des surmois. Enfin, le signifié est un surmoi par rapport aux signifiants. Si je dis, je compare toujours le petit anglais au petit français. Le petit anglais à qui on dit, par exemple, to take, mais, par exemple, j'aime encore mieux cet exemple, on lui explique que end, ça veut dire la fin, mais que le verbe, c'est finish, par exemple. Bon, voilà, donc c'est ce que j'appelle un monde synonymique. Un monde synonymique, c'est-à-dire un monde où l'enfant désapprend à comprendre ce qu'on lui apprend, parce que tout simplement, c'est un monde incompréhensible, et qu'il n'a plus qu'à demander qu'on lui explique ce qu'il ne comprend pas. C'est-à-dire qu'il les démissionne intellectuellement parce que les pistes ouvertes par le signifiant sont des impasses et que par conséquent il faut effectivement, d'accord, les pistes qui sont ouvertes par le signifiant. En France, nous avons la chance d'avoir une langue beaucoup plus cohérente que l'anglais, par exemple. C'est-à-dire on peut dériver, on peut parler de, par exemple, si on prend le verbe prendre, on a apprendre, comprendre, là où l'anglais aura 3 mots différents, par exemple. C'est-à-dire que l'enfant pourra connecter autour de la racine prendre toute une série de mots que le petit anglais ne pourra pas connecter parce que ces mots ne se ressemblent pas.
Oui, mais ok, pour tout ça, mais ça n'a plus rien à voir avec notre affaire. Ben, ça a à voir avec le fait qu'il peut y avoir une déperdition, que d'abord, par exemple, il y a un ordre au départ, déjà, que nous avons un besoin d'ordre, et qu'il y a des langues qui, par le fait d'emprunt, par le fait de déviance, perdent cet ordre. Mais c'est pas... C'est valable pour tous les systèmes qui se construisent. C'est valable pour la construction des outils mécaniques, c'est valable pour les matériaux de construction. C'est le cycle, justement, c'est ce que nous apprend aussi bien l'histoire que l'observation toute bête de la nature. Il y a des cycles, des passages, et ça c'est quelque chose que l'on va retrouver dans les bons cycles. Et il y a des seuils, il y a des mutations. Et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire que nous sommes restés quand même dans notre monde actuel. Et on a oublié beaucoup de choses. Le regard sur l'histoire, c'est quelque chose qui n'existe quasiment plus, quoi. Nous sommes dans une certaine forme de maximalisme où nous sommes, on va dire, à la pointe de l'univers. Il y a là une espèce de fantasmagorie assez étonnante. Nous sommes dans l'ère des qualificatifs suprêmes. Parce que quelque chose de conscience se croit l'aboutissement de l'humanité. Il y a peut-être quelque chose de vrai là-dedans, au sens que c'est juste avant la chute. En fait, ce qui me frappe dans ce que tu me dis, parce que nous allons terminer notre entretien, Alain Kayser, c'est que tu penses qu'il est beaucoup plus intéressant de construire de nouveaux systèmes que de reconstituer des anciens systèmes. C'est-à-dire qu'en fin de compte, pourquoi s'amuser à reconstituer d'anciens systèmes, à retrouver la cohérence initiale d'anciens systèmes, alors que nous avons une parfaite capacité à générer de nouvelles règles, de nouveaux rituels, de nouveaux systèmes. Voilà, pour résumer un petit peu ce que j'entends depuis une heure, c'est un peu, ça n'a pas été dit comme cela, mais j'ai l'impression que finalement, derrière les mots, c'est ça que tu veux dire. À la nuance. Nous ne nous fatiguons pas à retrouver des choses qui ont perdu du sens, alors que nous sommes tellement capables finalement d'en créer de nouveaux. À la nuance près qu'il ne s'agit pas de construire ces systèmes, mais de rester ouvert et curieux à des symboles qui vont s'imposer à nous. Et c'est là, il est offert à ceux qui sont attentifs et curieux de les exploiter, éventuellement pour construire des systèmes, des outils qui seront fort probablement très différents, mais qui auront leur lignée. Oui, mais nous ne pourrons pas construire. Nous sommes trop imprégnés de l'ancien système. Il nous est impossible de construire de nouveaux outils, mais ils s'imposeront à nous. D'accord. Voilà. C'est la fausse frayeur. L'astropsychologie, pour toi, c'est à la fois un sommet et c'est à la fois une fin. Enfin, c'est quelque chose qui Un aboutissement. Un aboutissement, mais un aboutissement normal, mais qui correspond, qui comporte un peu une sorte de fin de l'astrologie, qui est à la fois une fin et une finalité. L'Isrine a ceci de particulier que c'est la seule qui a véritablement repris de manière cohérente le corpus de la psychologie analytique de Jung. D'accord. Elle a réussi, autrement que moi, à rester dans la cohérence astrologique classique, académique, je veux dire. D'accord. Et c'est en cela qu'elle est un aboutissement. Parce que de toute manière, telle qu'elle a construit son système, elle est enfermée dedans. Elle est piégée. C'est-à-dire qu'elle a fait un cercle, on va parler avec des mots de la magie, elle a fait un cercle conjuratoire dans lequel elle s'est mise pour être à l'abri des démons, mais elle n'en sortira plus. Voilà. Et les gens se sont enfermés dans ce cercle qu'elle a constitué? Oui, parce qu'elle s'est empêchée, tel qu'elle a repris le travail de Jung et de Marie-Louise Van Franz, Agnès l'a déjà fait, elle l'a repris de telle sorte qu'elle ne peut plus rien inventer. Parce qu'elle s'est fait piéger par le système astrologique académique tel qu'il nous a été légué par le 19e siècle. Je tiens à préciser cela. Mais ça, c'est un peu souvent le sort des femmes, d'une certaine manière, d'être piégées par les systèmes qu'elles adoptent. Mais, et toi, tu as échappé à ce piège, en fait.
Tu n'es pas, J'y suis jamais rentré. instinctivement, tu t'es J'ai appris l'astrologie évité. dès mon arrivée en France. L'astrologie classique, très académique. Parce que quand tu parles de ton arrivée en France, bon, c'est pas un secret de dire que tu renvoies à ton arrivée du Maghreb. Est-ce que tu es un peu dans la subversion? Disons que cette position d'arrivée dans l'Occident te donne un regard plus cru sur ce. Non, elle me permet d'intégrer un clivage. Parce que justement, j'ai appris l'astrologie tout à fait par hasard, alors qu'en fait, je cherchais un peintre. Parce que mon père était peintre. D'accord. Et donc je cherchais un peintre qu'on m'avait indiqué, rue Le Cours. Et effectivement, je suis tombé chez le peintre, mais c'est sa femme qui m'a ouvert, on a discuté. Elle était astrologue, elle m'a appris l'astrologie. Ah oui. Voilà, tout simplement. Et j'ai fait de la peinture dans mon coin, sans profession. Mais auparavant, ma nourrice m'avait appris plein de mancies, des mancies antiques Voilà. africaines. Bien sûr. Je n'étais pas neutre, je Non. n'étais pas vierge de ces choses-là. Mais j'ai l'impression que quand tu parles de la fin de l'Occident, j'ai l'impression que non. Je n'ai jamais parlé de la fin de l'Occident. Non, mais enfin, Jamais. tu parles tu dis quelque chose qui a abouti, C'est la fin de l'humanisme. la fin de l'humanisme. Alors l'humanisme, Ça, tu peux m'attribuer. d'accord, donc c'est la fin de l'humanisme, et l'humanisme c'est la croyance à la toute-puissance de l'homme, que c'est l'humanisme. Non. C'est une perfide compensation de la toute-puissance de l'homme. D'accord. C'est une très délicate invention, un tantinet pervers, Bon, qui a permis de prolonger les effets tout à fait néfastes, négateurs, dominateurs d'une société de domination. Sans l'humanisme, la société dite moderne se serait écroulée en même temps que par appauvrissement philosophique, je tiens à le dire, dès le XVIIIe siècle. ça permet ça donnait un sursis à l'humanité. Pas l'humanité. À l'époque, il y avait l'Empire ottoman. Il y avait aussi la Chine, quand même. Oui. Il y avait le Japon. Donc, c'est la société occidentale qui a pris Ça a permis à la société occidentale de se perpétuer un certain temps. Tout à fait. Parce que pourquoi, quelles sont les vertus de l'humanisme qui ont permis cette rémission? L'humanisme a permis une certaine ouverture aux autres peuples. Elle a apporté un peu de souplesse de surface, sans quitter les fondamentaux d'une société de domination et de prédation. Alors l'astrologie. Et de domestication de la nature. Et alors, excuse-moi pour terminer, effectivement, quel est le rapport entre quel est le rapport que tu établis entre l'histoire de l'humanisme et celui de l'astrologie et celle de l'astrologie, c'est-à-dire que l'astrologie serait marquée par un certain type d'humanisme dépassé? Oui, chez Lisgreen, chez Peretti, oui. Oui. Dans les courants, disons, les derniers courants, disons, post-68 de l'astrologie, on trouve effectivement cette empreinte humaniste, oui. Alors, il y a le fameux mot astrologie humaniste qui a été lancé par Rudyard. Oui, tout à fait. Et qu'est-ce que ça veut dire pour lui ça te paraît une incongruité de parler d'une astrologie humaniste ou ça... Ça me fait sourire. Parce que l'astrologie, ça n'est pas le mot qui... Quel est le mot qu'on pourrait coller à l'astrologie? Purée, être clair. Une divination par les astres. Il faut être clair, cohérent. Dire qu'elle est humaniste, c'est un abus de langage, c'est quoi exactement? C'est un peu ce trouble
que l'on retrouve assez fréquemment actuellement, c'est-à-dire qu'on a peur des mots, on a peur des origines, on a peur de nommer les choses. Donc on s'invente on crée des alambics de symboles, de signes, de paroles. Comment pourrait-on appeler l'astrologie? Divination d'abord, avec je sais pas quoi à côté. C'est clair. Pourquoi en avoir? Quant à humaniste, c'est soit un abus, soit une redondance. C'est une évidence, quelque part, de dire que l'astrologie est humaine, Oui. mais en même temps, Elle voudrait dire aussi qu'il y a une astrologie qui n'est pas humaine, ce qui est extrêmement arrogant. oui. Mais l'humanisme, justement, c'est une façon de poser l'homme face à la nature. On retombe au fameux débat de tout à l'heure sur... c'est là qu'il y a une contradiction dans les termes, parce que pour certaines personnes, l'astrologie n'est pas en opposition à la nature, elle n'est pas humaniste, l'astrologie. Pour moi, je suis plutôt pour une astrologie humaniste, justement. C'est-à-dire, je pense que l'astrologie est la création de l'homme face à la nature, en face de la nature, même s'il s'y réfère, c'est un dépassement, et c'est même une remise en question de la nature. Pour toi, l'astrologie, ce serait plutôt le contraire de la nature. Ce serait plutôt, justement, le contraire. L'astrologie serait plutôt la preuve d'une relativisation de l'humanisme, en fait. Elle engagerait l'homme à plus d'humilité, d'une certaine manière. Oui, c'est un médium. C'est ça. N'importe quel système de divination est un médium. Mais alors, Et il justement, doit le rester. oui. C'est-à-dire que c'est quelque... Mais alors, parce que cette divination, elle renvoie à quoi? On vient puiser dans quoi? Dans le subconscient. Pour que sa divination marche, c'est une question basique. Qu'est-ce qui fait que la divination, est-ce que ça renvoie à quelque chose de supérieur à l'homme, dans lequel qu'on viendrait interpeller, qu'on viendrait interroger? Non. Est-ce que ça montrerait la petitesse de l'homme que de pouvoir faire de la divination? La petitesse de l'homme, c'est une question d'ordre philosophique. Non, mais moi je te demande, j'essaie de comprendre ce que tu veux dire. Le thème astral comme outil de divination, c'est un instrument de passage. C'est un instrument qui permet, je l'ai bien dit tout à l'heure, à un moment de tourment, c'est-à-dire quand on a perdu le contact Voilà, tout à fait. avec soi, Oui. de redevenir juste. Oui, c'est ça. Mais la divination, c'est une thérapie, la divination. C'est une manière pour nous de nous rétablir. Beaucoup de chamans étaient devins, étaient guérisseurs aussi. Oui, parce qu'il y a une analogie. Mais ce que je ne comprends pas, c'est comment... Il ne faut pas prendre le terme guérison dans son acception actuelle. Si, par exemple, actuellement, j'ai un rhume et que je cherche à m'en guérir par des antiviraux ou des antibiotiques, j'ignore en fait toute la globalité dans laquelle je me suis trouvé qui a conduit à l'expression par un rhume. De plus, j'isole complètement ce rhume de l'ensemble du contexte. C'est-à-dire je n'accorde d'attention qu'au rhume. Et j'oublie tout le reste. Si la guérison c'est ça, non, je ne suis pas d'accord. D'accord. La guérison, ce serait plutôt, à la limite, de considérer ce symptôme rhume comme quelque chose qui fait partie d'un ensemble plus vaste, aussi bien au niveau horizontal, c'est-à-dire du milieu, que vertical, c'est-à-dire de l'histoire, de l'étiologie de ce rhume. À ce moment-là, oui, on est dans la guérison. Au sens où je l'entends d'un passage. Donc, c'est déjà... Oui, alors, effectivement, il faudrait approfondir cette notion une autre fois. D'accord.